Bonjour, je suis Béatrice Dominé, l'œnologue de Divine. En 2023, nous sommes allés à Bordeaux et dans le Beaujolais. Cette fois-ci, nous sommes dans la Loire. Nous avions envie pour ce 3e épisode de vous emmener dans un domaine emblématique. J'allais dire mythique. J'ai nommé la Coulée de Ceyran. Alors avec Nicolas Joly, on va parler de son parcours bien évidemment, de l'implantation de la biodynamie au sein du domaine. Beaucoup de notions seront abordées, la photosynthèse, le terroir. On va parler aussi de clones, de sélection massale, de réchauffement climatique. Et puis on revient bien sûr sur les grands principes de la biodynamie. C'est vraiment le domaine ou jamais pour parler de ce sujet. On parlera vendange, maturité, vinification, élevage, capacité de vieillissement. Bienvenue dans le bruit de la vigne. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve au domaine de la Coulée de Ceyran. Bonjour Nicolas. Bonjour. J'aimerais bien que vous vous présentiez, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, mais peut-être en me dire un petit peu plus sur quand est-ce que vous êtes arrivé ici, c'est quoi votre parcours, voilà. Bon, moi, je suis tombé dans une famille qui adorait la nature, en ce sens, la chasse, qu'on ne dit plus aujourd'hui. La chasse, la pêche, ça m'a vraiment donné un sens de la nature. C'est-à-dire percevoir quel vent va amener quel passage de canard ou quelle hauteur d'eau va amener quel passage d'anguille. C'est un acquis qui m'a beaucoup servi. Après, une carrière, ce qui se faisait, je suis né en 1945, donc une carrière de ce qui se faisait à l'époque, gagner de l'argent, c'était le grand mantra. Donc, un MBA à l'Université de Columbia, travailler à Wall Street pour Morgan Guaranty. J'étais en plus responsable de conseils d'investissement dans l'industrie chimique et pharmaceutique. C'est assez marrant le destin. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai tout coupé. Je suis revenu sur ce vignoble qui était déficitaire, dont mon père chirurgien payait les déficits. Et il n'était pas question de faire autrement. Au bout de 6 mois, pourquoi? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je suis devenu un grand croyant dans le destin. Je suis passé en biodynamie avec conviction sans rien y connaître. Ça a été très difficile pendant 4-5 ans. On a été traité comme secte, ce qui est absolument invraisemblable parce qu'on pratiquait la biodynamie. Et qui m'a sorti de cette impasse, c'était essentiellement Laloubise Leroy, qui à l'époque dirigeait le domaine de la Romanée-Conti, et Anne-Claude Leflèvre un peu plus tard. Et brutalement, on a quitté le truc de secte pour peu à peu devenir roi. Ça, c'était dans les années ça, fin c'est 70. Oui, c'est ça. J'ai commencé en 80 la biodynamie. Je dirais c'est à partir de 86-87 qu'on est plus une secte. Je comprends toujours peu. Et je vais vous expliquer après comment il faut comprendre. Et peu à peu, vous comprenez que la vie d'un lieu est un don. Don sur le plan de la vie du sol, don sur le plan de la photosynthèse dont je vais vous dire un mot. Et c'est cette acoustique qui finalement permet au lieu de totalement s'exprimer. Et plus il va totalement s'exprimer, plus il faut totalement gommer l'énologie. En d'autres termes, si vous avez besoin de beaucoup d'énologie, c'est que quelque part, vous avez raté l'étape préliminaire. Alors, je m'explique. Au printemps, vous avez un micro-bourgeon. En 6 mois, il devient des branches, des feuilles, des fleurs. Le raisin est une fleur avant de devenir raisin, et des grappes de raisin. Plusieurs tonnes de matière apparaissent chaque année sur le même hectare. Si vous retirez l'eau, ça s'appelle la matière sèche en termes scientifiques, qui est essentiel de retenir, 94%, c'est la photosynthèse, le sol c'est 6. Donc il faut comprendre le sol comme un acoustique, il faut comprendre la photosynthèse comme l'extraordinaire capacité d'une plante, en l'occurrence la vigne, de saisir de l'intangible. On peut l'appeler énergie, on peut l'appeler stellaire, on peut l'appeler solaire, on peut l'appeler planétaire, et de le convertir en matière. C'est dans ce geste de l'intangible qui devient tangible, c'est finalement donc du raisin chargé de l'originalité du lieu, qu'un vin, à mes yeux, doit se faire. Et ça s'apprend très lentement, c'est-à-dire, c'est de la musique. Quand Kepler ou Pythagore parlaient de la musique des sphères, c'est une réalité.
c'est une musique suprasensible, mais c'est une musique, et votre rôle, ce qu'on enseignera plus tard, c'est comment l'agriculture doit devenir un art. L'art de saisir l'originalité du sol et l'art de saisir l'originalité du climat. C'est-à-dire, ça n'est qu'une appellation contrôlée. Oui, d'ailleurs, on est ici sur Savenière. Alors, on est ici sur Savenière, sur la coulée de Séran qui a sa propre appellation, donc qui ne dépend pas de Savenière. On fait aussi du Savenière et de la Roche-aux-Moines. C'est un vignoble qui a presque 9 siècles, parce que c'était les moines qui le gouvernaient pendant des siècles. Et c'est un acquis d'arriver sur un lieu où, je vais vous dire quand même si ce mot choque aujourd'hui, il y a une spiritualité qui l'a habité pendant des siècles. Et j'ai l'impression, c'est une impression, hein, mais j'ai l'impression de prolonger cette spiritualité et même peut-être de la faire fleurir, parce que ce que je viens de dire, c'est que la biodynamie, c'est l'art de permettre à la plante d'être totalement elle-même, alors que je dirais l'agriculture conventionnelle est finalement un assassinat indirect du sol, un empoisonnement de la sève par des traitements excessifs, une croissance artificielle par des engrais chimiques qui agissent par l'eau et qui déséquilibrent la plante, et de ce fait, la nécessité de surtraiter, et ça éteint le lieu. Après, il faut le dire quand même, sans trop s'enfoncer dans ce savoir, nous, viticulteurs, nous avons le droit, en Europe et même dans la planète Terre, de mettre plus de 300 goûts dans le vin sous forme de levures aromatiques, parfois obtenues par génétique. C'est un assassinat du formidable concept d'une appellation contrôlée. Un assassinat très rentable, parce que quand vous faites le goût au cellier, vous pouvez avoir une production à l'hectare beaucoup plus importante. Et on est au moment où le consommateur de la nouvelle génération cherche l'émotion, indirectement peut-être sans le savoir, la vérité du goût. Pour moi, c'est toutes les écoles agricoles, que ce soit dans le maraîchage ou dans la viticulture, qui est plus noble, mais le maraîchage est très important, devraient comprendre cet impératif de la vérité du goût. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous donne des forces de vie, alors que le reste est flatteur, mais je voyais quelqu'un qui disait ça dans le domaine financier, disait on est un peu dans de la cocaïne dans le domaine financier. Mais je veux dire, les artifices passent de moins en moins bien dans la nouvelle génération. Et ça, c'est intéressant. Donc la question clé, il y a 3 choses. L'instrument de musique, votre lieu. La deuxième chose, le musicien. Vous pouvez avoir un Stradivarius et un type qui ne sait pas jouer du violon. Et la troisième chose, la qualité de l'acoustique. Je dis toujours aux gens, écoutez, si vous avez des brillants musiciens qui sont dans le métro à New York à 6 heures le soir, vous n'allez pas entendre grand-chose. Donc c'est ces 3 qualités qui sont importantes. Pratiquement, comment on fait? Parce que ça, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le lieu s'exprime? D'abord, il faut essayer d'acheter un bon lieu à vin. Tous les lieux ne conviennent pas pour la vigne. Ici, on a quoi, une quinzaine d'hectares au total? Ici, il y a 15 hectares. J'ai à peu près 3 hectares d'appellation Savenière-Roche-aux-Moines, 5 hectares de Savenière, et la coulée de Séran en elle-même est une appellation qui fait 7 hectares. Alors, je dirais, 1, qu'est-ce que vous plantez? Aujourd'hui, tout le monde plante. C'est un imbécile, il n'y a pas d'autre mot, c'est un imbécile de clone. Quand vous êtes avec des amis, l'intérêt d'avoir des amis, c'est que chacun ait son discours. Sans ça, vous allez répéter la même chose, vous allez vous ennuyer. Le clone, c'est le même, multiplié en millions d'exemplaires. C'est un scandale. Alors que dans chaque espèce, ici c'est du chenin, vous avez peut-être 300 comportements différents. Donc retournez à ce qu'on appelle la sélection massale, issue d'énormément de comportements différents de chenin. Deuxièmement, le porte-greffe. On a cherché pendant longtemps un porte-greffe assez rapide en évolution et qui ne descend pas. La vigne, c'est Dionysos. Dionysos, c'est les forces de la gravité, c'est la profondeur de la terre, par opposition au blé, qui est l'attraction solaire. C'est pour ça que la religion chrétienne a pris les deux comme symbole. Mais vous avez des porte-greffes qui sont presque de l'horizontalité. Tout ça, ça devrait être enseigné. Donc c'est une énorme erreur. Deuxièmement, vous avez vos vignes, il faut qu'elles vivent longtemps. Donc pour qu'elles vivent longtemps, une vigne de 50 ans, 40 ans,
met énormément de temps à pénétrer par ses racines la subtilité d'un lieu. Mais quand elle l'a, elle produit moins. Oui, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle exprime le lieu. Donc, au lieu de regarder un prix de bouteille, je le dis au passage, regardez le rendement à l'hectare, regardez combien d'argent vous touchez à l'hectare, c'est très important. Ici, on a des rendements, sans compter le gel, de 18 à peut-être 22, 23 hecto-hectares, ce qui est faible. Et avec le gel, c'est pire. Et de temps en temps, grâce au ciel, une année plus productive, où on peut arriver à 25, 30. C'est assez rare. Bon. Oui, pour un petit rappel pour nos auditeurs, c'est que la moyenne des rendements en AOC en France est autour de 50 hecto-hectares. Ouais. Donc on est presque à moitié moins. Oui, c'est très important de le dire. Et je dirais, la sélection des vignes, le clonage, tout ça a été fait pour le rendement hectare. À partir du moment où vous mettez l'énologie derrière, on s'en fout. Et si vous ne voulez pas d'énologie pour pleinement exprimer un lieu, c'est très important. Donc, on va voir comment aider la vigne à pousser. Après ça, on a dit la photosynthèse fait grand pourcentage de ce qui va apparaître du printemps à l'automne. Et la photosynthèse, j'ai dit, c'est capter un climat, capter de l'intangible. Comment enrichir ça ? Il faut comprendre que la vigne, c'est de la monoculture. La monoculture, c'est un drame pour la nature. Je vous demande quel est votre plat préféré, vous allez me le dire, je vous le sers tous les jours, au bout de 15 jours, mais je vous en supplie, arrêtez. Ça, c'est de la monoculture. Comment, quand on est viticulteur, contrebalancer la monoculture ? Il faut essayer de faire un paysage, il faut laisser des zones qui ne sont pas plantées, c'est difficile quand ça vaut 1,5 million d'euros l'hectare. Il faut amener surtout le monde animal. Vous voyez, vous avez le monde minéral, il n'est pas vivant. Le monde végétal, pour le monde minéral, le monde végétal, c'est extraordinaire parce que déjà, il pousse. Et puis pour le monde végétal, l'animal est quelque chose d'extraordinaire. Il peut aller se mettre à l'ombre s'il fait trop chaud, il peut aller boire, etc. Après ça, il y a l'homme. Après, il y a 9 autres niveaux dont on ne parle jamais. Donc, quand votre monde animal est mis sur place, je ne parle pas du fumier, je parle de sa présence. Sa présence complexifie l'environnement qui sera saisi par la photosynthèse. Quel animal ? Je vois des gens qui amènent un lama. J'ai envie de me marrer, on n'est pas en Amérique du Sud. Amener des animaux locaux. Vous voyez, bon, vous pouvez faire passer les moutons l'hiver, ça se fait de plus en plus et ça se loue. Moi, j'ai mon petit troupeau, mais ça se loue. La vache, elle est royale. Enfin, alors je vous l'explique, c'est quand même important. 4 comportements d'animaux. L'animal lié au sol, c'est le cochon. Le cochon, il creuse le sol pour bouffer des racines. Après, vous avez l'animal lié à l'eau, à queue, c'est la vache. Fabuleuse capacité à faire du lait. Demandez à une chèvre de faire ce lait, elle arrive au 50e. Après ça, vous avez l'animal lié à la lumière. Par exemple, mouton, chèvre, ça va agir sur la floraison. Sur la queue, ça va agir sur la formation des feuilles. Sur le cochon, ça va agir sur les racines. Et après ça, vous avez les animaux liés à la chaleur. Par exemple, le cheval, c'est l'archétype, et bien entendu le monde des oiseaux derrière. Et là, vous agissez sur la fructification. C'est très important de savoir ça, parce que c'est ça la clé de l'expression d'un lieu. Si vous êtes un très bon viticulteur, que vous mettez que du fumier de cochon, vous allez éteindre votre vin. Parce que le vin, c'est pas que des racines de la vigne. La vigne, elle est déjà racine. Donc, il faut lui donner des forces de lumière, des forces pour l'élever. Vous voyez, c'est... Après, vous allez repenser à un paysage. C'est très important de refaire un paysage. Quels arbres vous mettez ? Regardez là sur les cyprès. Vous avez les cyprès. Le cyprès, on peut dire, c'est un blé de l'arbre. Il ne fait que monter en hauteur. Vous avez le cèdre. Moi, je l'appelle le diplomate. Il est toujours dans l'horizontalité. Puis vous avez ceux qui sont dominés par l'eau, comme le saule, par exemple. Donc, c'est dans ces compréhensions que l'on va créer à son image une expression du lieu. Et quand vous êtes dans cette démarche, là, en changeant le chef d'orchestre, nous sommes des chefs d'orchestre indirectement en agriculture, en changeant le chef d'orchestre, vous allez avoir des vins différents. Ils vont rester au même niveau qualitatif, mais ce que je veux dire, c'est qu'un vin fait par une femme, je l'ai eu beaucoup de fois cette expérience, et un vin fait par un homme, du même niveau de compréhension, sur le même lieu, aura un goût différent. Ça, je trouve que c'est extraordinairement créatif, vous voyez, de laisser l'être humain au sommet de cette pyramide,
exprimer, c'était ce que faisait la Louise, hein, exprimer ses convictions, exprimer son ressenti. Oui, c'est une question de sensibilité, Oui, quelque part. Presque de suprasensibilité. Mais on est dominé par la suprasensibilité. Un jour, vous avez décidé d'aller là ou de voir ça. Notre destin ne s'exprime que comme ça. Mais vous voyez, plus vous avancez dans cette quête, plus vous avancez dans le désir d'améliorer la chanson que le lieu peut naturellement exprimer. Et là, toutes les erreurs que j'ai nommées précédemment, comme le désherbant, comme les systémiques, comme les engrais chimiques, etc., finalement éteignent cette musique, et plus elles appellent la chirurgie esthétique. Mais ce que je dis indirectement, c'est que la beauté issue de chirurgie esthétique, on est très bon en chirurgie esthétique, n'aura jamais le charme de la beauté naturelle. La beauté naturelle n'est jamais parfaite, mais elle est toujours extraordinairement séduisante. Moi, je trouve que la beauté issue de chirurgie esthétique n'a absolument aucun charme. Donc, ça, c'est un résumé de ce qu'est la viticulture. Oui, parce qu'elle correspond finalement quelque part à un standard oui. attendu à un moment qui finalement ne tient pas dans le temps. Elle vous piège. Voilà. On est d'accord, elle est piégeante. Elle est piégeante. Elle est séduisante peut-être rapidement, mais il n'y a pas de fond. C'est la surface. Et vous voyez, on nous a appris dans les dégustations, tout ça est en train de changer colossalement, c'est-à-dire que le marché est en train de changer colossalement. Ça fait 40 ans qu'on l'attend, hein. Il a déjà changé, on va dire depuis 10 ans, on le voit. On nous a appris petit 1, petit 2, petit 3, vous analysez un vin. Mais on s'en fout, bon Dieu. Alors, je ne veux pas critiquer les sommeliers, qu'ils le fassent, c'est leur métier. Mais ce qui compte, la base de tout, est-ce que vous êtes touché au plexus? Est-ce que vous sentez une émotion? Est-ce que ce vin crée en vous? Ce dont je vous parle, finalement, c'est que le vin peut être médicinal. Quand un lieu, en maraîchage aussi, hein, quand un lieu s'exprime noblement, cette qualité de vie, cette harmonie de vie, cette musique du lieu est quelque part quelque chose qui guérit, qui compense les déséquilibres qui peuvent être en vous. La notion, alors les Américains l'ont analysé il y a longtemps avec ce qu'on appelle le French Paradox, en disant que ça agit sur le cœur. Bien entendu, le cœur, c'est le milieu du système. Il essaie en permanence d'harmoniser la tête et la volonté. Mais cette musique du lieu est quelque chose qui est thérapeutique. Et j'ai vu des gens qui connaissaient rien au vin, boire un vin qui correspondait à ça, dire « Oh, c'est curieux, ce vin me fait du bien. » Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, on peut le développer pour arriver, sans se faire d'ennemis, à la conclusion. Vous voyez, je dirais, l'énologue, c'est ce qui correspondait, dans ma génération, au médecin de famille. On est très content d'avoir un médecin de famille, mais finalement, on l'appelle assez rarement. Vous voyez, l'énologue, il doit venir quand il y a un problème. Combien de problèmes on a eu ici en 40 ans? Très peu. Très peu. Et tout ça ne marche que si vous avez recréé ce que j'ai développé, cette finesse du lieu, aussi bien de la part du sol que de la part de ce qui se passe au-dessus du sol. Donc, après, il faut dire aussi, c'est intéressant, vous avez sans doute vu dans votre vie des gens, par exemple bohémiens ou gitans, qui ont un tout petit violon, mais bon Dieu qu'ils en jouent bien. Donc la musique permet d'oublier la mauvaise qualité de l'instrument de musique. Ça existe en viticulture, ça aussi. Des lieux qui ne sont pas formidables, mais des gens, plus les générations sont jeunes, plus elles reçoivent en cadeau, en s'incarnant, je dirais, ces forces-là. Ils arrivent, je dirais, à créer une musique qui est très séduisante. Et puis vous avez aussi l'inverse, ça prend du temps d'accorder, je dirais, toutes les notes de musique qu'un lieu peut créer. Mais vous avez il y a des gens qui ont des Stradivarius, mais qui pourraient faire des progrès en tant que violonistes. Bon, vous voyez, c'est ces deux polarités qui permettent pour moi de rentrer dans la grandeur d'un vin. Mais
Je veux dire qu'il y a un petit goût de lierre, de fleurs de lilas, de machin, un petit rien, de trucs. Oui, si ça vous fait plaisir, allez-y. Et pour moi, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder l'émotion. Je comprends, et en même temps, ça aide le consommateur des fois de mettre quelques mots pour dire un petit peu quel est le style de vin. Et souvent, les gens sont un peu perdus, ils arrivent au restaurant, vous aimez quoi? Faut je se sais pas raccrocher. trop. Et je dirais, c'est un peu un moyen de décrire pour peut-être le non-expert. Ouais. Non, c'est très juste. Il y a des moments où les gens avaient peur de s'attaquer au vin parce que c'était trop complexe. Donc peut-être simplifier, peut-être dire quelques aromatiques. Non, mais j'ai rien contre. Vous avez raison de le dire, c'est très important. Il y a des gens pour qui c'est un moyen d'avancer, et ça, je respecte profondément. Faites des dégustations aveugles. J'en ai fait une avec un écrivain assez connu, que j'aime bien d'ailleurs, que je ne vais pas nommer pour des raisons, mais où j'avais mis 8-10 vins, parce que ce monsieur critiquait la biodynamie, mais adorait la coulée. Alors on me suis dit, on va faire quelque chose. Donc, par le biais d'une autre personne bordelaise que j'aime beaucoup, il est venu ici, j'avais mis 10 bouteilles. J'avais choisi, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que tous les vins en biodynamie sont extraordinaires. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais j'avais 10 bouteilles bien choisies où je dirais la musique est belle et le responsable du lieu est un excellent musicien. Tout a beaucoup plu. Et je suis arrivé à 2 bouteilles, dont je ne citerai pas l'appellation ni le nom, qui étaient connues. Une où le chef de culture était un type très compétent. Mais je dirais, si derrière l'expression d'un lieu, vous faites passer une œnologie massive, vous la voilez, vous mettez un tissu d'ombre. Donc ça a moins plu. Et la dernière, qui était présentée comme irréprochable, mais où le propriétaire, en laissant la bouteille, m'avait dit, surtout quand il est ouvert, buvez-le vite. Alors là, quand on me dit ça, ça m'arrache les tympans. Je me dis, ça, c'est pas du tout bon signe. Et à l'aveugle, le cri du cœur a été « Ah ben non, ça c'est le moins bien de tous !» On était de 1 à 25 en prix par rapport à ce que j'avais fait goûter. Donc, après, moi je respecte la liberté de l'être humain, chacun doit aller où il veut, chacun doit faire ce qu'il veut et la clientèle doit acheter ce qu'elle veut. Bravo. Mais je trouve que vu la tyrannie de l'enseignement agricole, qui est finalement financé par beaucoup de subventions du phytosanitaire, je trouve que c'est important pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent revenir à la viticulture. Je vois beaucoup de jeunes, d'ingénieurs avec des niveaux importants, qui ressentent un appel de la terre, qui veulent changer leur vie, c'est-à-dire qui veulent avoir du vrai plutôt qu'un écran. Vous voyez, on est tous dépendants d'un écran, mais il faut savoir le limiter. Que c'est important de leur donner ce message, que la grandeur de l'être humain peut quand même arriver à faire parler un lieu avec du charme, une rentabilité qui n'est pas excessive, mais qui existe. Je trouve bien de leur donner ce message. Et je vois des jeunes qui plantent même des vignes dans des endroits qui ne sont pas d'appellation contrôlée, on a le droit, qui sortent des trucs pas encore magnifiques, mais intéressants. Là, j'étais à une dégustation en Suède. Les journalistes toutes les heures. Et puis, il y avait 1 heure pour 2 vins locaux. Premier vin. Franchement, Suède, machin, vous dites, bon, on va être gentil. Bon, le premier, c'était un jeune ménage de Français qui, à mon avis, ont un gros potentiel, qui faisait un produit convenable. Et le deuxième, mais bon Dieu que c'était bon. 1,5 hectare, le gars avait creusé son cellier à la pelle. Mais je mets ce vin à l'aveugle. Alors, après, je dirais, le marché, comme Van Gogh, hein, il vendait sa bouteille 300 balles, je trouve ça quand même excessif. Mais ça prouve, la Suède, qui dirait, mais la Suède, ça prouve qu'il y a des endroits, vous pouvez mettre un cépage qui est adapté à une saison assez courte, où la neige est un engrais fabuleux, où le froid, c'est les forces de la terre, et après ça, je dirais, le printemps et l'été amènent cette fécondité rapide, et on peut arriver là à faire un très grand vin. Formidable de dire ça à des gens, vous voyez, qu'on sorte de ces prisons dans lesquelles on nous a enfermés psychiquement. Alors ça me fait penser, d'entendre parler d'un vignoble en Suède, endroit auquel évidemment on ne pense pas initialement, oui, c'est ça. Assez nord. On se dit, si ça arrive à cet endroit-là, comme on le voit en Angleterre aussi, où il y a pas mal d'endroits où ça marche bien.
de vignobles de plus en plus nord. Forcément, l'idée, moi, ça me fait penser au réchauffement climatique. La question, elle me vient, c'est est-ce que ici, à la Coulée de Séran, vous avez vu des comportements un peu différents de la vigne au cours des 40 dernières années où vous êtes là? Oui et non. On vendangeait toujours début octobre jusqu'au milieu des années 90. On vendange maintenant plutôt début septembre. Je ne suis pas du tout convaincu du CO2, je suis profondément sceptique. Il faut comprendre qu'une plante sans CO2, elle crève. La nourriture d'une plante, c'est le CO2. Donc, je trouve qu'on nous fait des effets de mode basés sur des mesures très courtes. De plus en plus de scientifiques respectables disent qu'il y a des tas de microcycles. Vous savez, quand on fait des carottes de forage, dans les endroits où il y a de la magnétite de fer, on voit où était le Nord. Le pôle Nord a changé des centaines de fois, scientifiquement entre 200 et 300 fois. Par exemple, Hawaï était un pôle Nord. Donc il y a aussi des microcycles, ça ne se passe pas en une seconde. On voit le nord magnétique de la Terre actuellement cherche beaucoup. Ma position, c'est que le grand ennemi de la Terre, ce sont ces milliers, dizaines de milliers de satellites qui créent un champ hertzien autour de la Terre. C'est vachement pratique. Vous cherchez M. Duchemol paumé dans les pays de l'Est, on va vous amener à sa maison. C'est très pratique. Mais je veux dire, le coup dont on ne parle jamais, c'est un monde hertzien qui isole quand même beaucoup la Terre de son essence, c'est-à-dire de son essence solaire. Et quand la Terre reçoit moins la vie du Soleil, elle cherche à modifier son orientation magnétique. C'est certainement un des facteurs, mais il y en a d'autres. On a vu des quantités de microcycles. Regardez sous Louis XIV, il y a eu probablement lié à des éruptions volcaniques, on ne sait pas bien. Mais là, vous voyez, depuis 2 ans, nos vendanges sont un peu moins tôt. Donc je trouve que c'est une erreur de se précipiter dans une faille. Et plus je vieillis, et je vieillis, plus je vieillis, plus je considère qu'on est un peu les dindons de la farce et qu'on nous donne des réponses, ou qu'on donne la parole à ceux qui donnent des réponses, et ceux qui les donnent sont sans doute de bonne foi, à indirectement l'alimentation de nouveaux marchés, plus qu'à la vérité et à la conscience morale. Donc, oui, on voit des petits changements. On est dans une période où on a eu plus de gel qu'avant. C'est vrai. Ça semble quand même un peu se calmer. Et ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire cette sensibilité que vous créez sur votre lieu, donc la vie qui est plus reçue, permet à la plante de plus réagir à ces micro-déséquilibres. Après, je pense que si l'enseignement de l'agriculture... Vous voyez, la biodynamie, c'est quoi? Biodynamie, la vie du lieu. C'est exactement la question que j'allais vous poser, parce qu'on en entend beaucoup parler de biodynamie, et en même temps, pour beaucoup d'entre nous, ça reste encore c'est très flou. Un petit peu flou, on va dire. Biodynamie, bio la vie, comment dynamiser la vie? Franchement, si une usine de cosmétiques le trouve, elle va faire fortune, parce que ça sera très agréable. Mais... le principe de base de la biodynamie, c'est jouer entre les différents niveaux de vie dont j'ai parlé, essentiellement le monde végétal et au-dessus le monde animal, et bien sûr derrière l'homme, en passant une plante, bien entendu, très choisie, dont on va parler après, dans l'organe d'un animal sur lequel elle agit. Comme le monde animal est supérieur au monde végétal, on a une suractivité d'expression. Donc, exemple, la vache, on a vu, c'est le plus grand des intestins du monde de l'Europe. Une activité digestive absolument colossale. La longueur de l'intestin de la vache est très très supérieure aux autres animaux. Sur quoi agit la camomille? Allez voir un herboriste, il n'y en a quasiment plus, malheureusement. La camomille agit sur les facultés de digestion. On passe de la camomille, par exemple, c'est un des principes, dans un intestin de vache. Et on l'enterre l'hiver. Pourquoi l'hiver? Parce que l'hiver, la terre
comme le soleil n'est plus au sommet au-dessus de nous, mais c'est un été sur l'autre hémisphère, les forces qui étaient au-dessus de la Terre sont attirées par le soleil et passent sous la Terre. Donc je dirais, on retrouve des forces solaires sous la Terre, donc on l'enterre à l'hiver. Il y a plein de détails que l'on passe. Donc, par ce moyen-là, on surexprime cette plante, et cette plante est liée à quoi? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais à la planète Mercure. Donc, les préparations en biodynamie ont toutes comme archétype une plante qui passe dans un organe animal sur lequel elle agit et qui correspond à une planète. Donc, on travaille ainsi avec les forces de Mercure, de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne. Suivant la période de l'année. Non, ça, c'est les mêmes à l'hiver, à peu près, et suivant la période de l'année. Alors, il faut parler quand même d'une des préparations de base, c'est les cornes. La corne d'une vache, d'ailleurs, je l'avais mis dans mes livres, la déesse Hathor, cornes d'une vache captent le monde solaire. Regardez une vache dont on a coupé les cornes, c'est honteux de couper les cornes d'une vache. Alors, le pauvre agriculteur, il ne faut pas lui jeter la pierre, il est soumis d'une manière tyrannique aux lois de la rentabilité. Donc il est obligé de multiplier le cheptel, moins d'espace par bête, et les bêtes qui veulent faire respecter leur espace donnent des coups de corne, donc on leur coupe les cornes. Donc il n'y a plus de dégâts avec les cornes de la vache. Mais quand une vache n'a plus de cornes, regardez son port de tête. Il est lourde, elle est prise par sa pesanteur. Quand une vache a ses cornes, elle a la tête haute. Moi, ici, j'ai mes vaches pour cette raison. Ça me coûte une blinde d'avoir mes vaches. Mais elles sont belles et elles sont locales. C'est la nantaise. On était 2 ou 3 à sauver cette espèce il y a 25 ans ou 30 ans. Il n'y en avait plus. Et je veux dire, le port de tête élevé, regardez les Égyptiens, ce qu'ils donnent de la vache comme image, c'est exactement ça. Donc, on prend les cornes de la vache, quand vous faites ça au départ, vous vous dites « je suis complètement cinglé hein », et vous mettez de la bouse de vache dans une corne de vache, et vous l'enterrez sous terre. Au début, alors, heureusement, il y a des gens il faut toujours garder les pieds sur terre, il ne faut pas y aller d'une manière aveugle. Donc, vous prenez de la bouse qui est dans une corne, vous l'enterrez, et vous mettez la même bouse dans un petit pot moi, autrefois, c'était les pots de rillettes qui étaient en terre cuite. Vous enterrez ça, vous déterrez 6 mois après, 5 mois après, vous envoyez à un labo, échantillon 1, échantillon 2. La bouse qui est passée dans la corne avait 72 fois plus de vie microbiologique que la bouse qui était dans son pot. Donc là, vous pouvez comprendre qu'il y a une interférence entre un organe animal, quand vous savez le comprendre et comprendre son sens, et la matière animale. Donc, pour la biodynamie, le monde animal, les organes animaux sont des catalyseurs de vie. Et après, je dirais donc, on a le monde planétaire et puis on a 2 aspects du monde solaire. Alors, le premier aspect, c'est la corne qui a reçu la bouse à l'hiver. Et puis, vous avez la poudre de quartz, très très fine. Là, il y a plein de manières pour bien la faire, qui s'enterre à l'été et qui ramène le soleil estival. Donc on a 2 polarités, le soleil de l'hiver et le soleil estival. C'est extraordinaire. Quand c'est bien fait, ça se rate bien, hein, mais quand c'est bien fait, ça c'est des traitements qu'on fait pour le poudre de quartz très tôt le matin au lever du soleil. Il ne faut pas les faire trop tard, vous fusillez les vignes. Hein. Mais là, vous voyez la feuille de vigne qui est toujours en dessous de l'horizontalité, elle est toute jeune, remonter pendant 1 heure ou 2 au-dessus de l'horizontalité. Donc on voit vraiment qu'on a créé un lien au monde solaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par une biodynamie comprise en profondeur, on arrive certainement, d'une certaine manière et dans une certaine mesure, à compenser ce qu'on peut appeler aujourd'hui des désordres climatiques. Et le but est toujours le même, totalement exprimé. La vigne, c'est une grosse terrestre, la vigne. Le blé, c'est un solaire, la vigne, c'est une grosse terrestre. Donc, vous pouvez l'ennoblisser. Et puis, vous avez plein de manières de le dupliquer. Par exemple, vous taillez, ce qu'avaient fait les Portugais. Ils faisaient pousser, ça se fait plus, je crois, plus beaucoup. On faisait pousser une vigne sur des arbres morts. Elle montait à 3 mètres. Et puis, vous allez en bordure de mer où le vent souffle fort. Vous avez une vigne, je dirais, qui est taillée à ras du sol. À chaque fois, elle veut monter. Non, tu restes en bas. Le cep est à ras du sol et ça ne monte pas très haut.
sur le même sol, vous aurez des qualités de vin très différentes. C'est-à-dire que dans une, vous l'avez obligé à rester terrestre. Ça vous donne des vins charnus, puissants, un peu agressifs, mais terriblement las. Et puis dans l'autre, vous avez, je dirais, un peu une vie de rêve. C'est très beau, on voyage, on est ailleurs. C'est comme ça qu'il faut expliquer l'agriculture, c'est-à-dire dans cette polarité terre et ciel. C'est là qu'un vin va reprendre tout son intérêt. C'est là que les appellations contrôlées vont retrouver leur sens profond qu'elles ont hélas perdu en grande partie. Donc, c'est ça. Vous voyez, quand je reviens en disant que la viticulture et l'agriculture doivent redevenir un art, c'est l'art de comprendre toutes ces micro-forces qui permettent à une plante de s'exprimer, qui permettent à un climat d'être saisi par une plante. Alors, si je reviens ici... je ne peux pas m'en empêcher, forcément, on a dit différentes appellations. Ouais. Est-ce que vous constatez des choses différentes entre cette fameuse parcelle de la Collet-de-Sirah, oui, très particulière, sa topographie, son exposition, oui, oui. Et pourtant c'est le même cépage, hein, c'est du Chenin, on a bien dit, partout, et avec c'est tous des sélections massales. Voilà, et la Roche aux Moines, et l'appellation Savenière qui court, finalement, sur un même cépage, quand même des sols un peu variés, et des expositions un peu variées aussi. Alors les sols sont plutôt les mêmes. Ce qui varie, c'est que du schiste ici. Les carrières de Trélazé qui sont plus rentables, qui faisaient de l'ardoise, on est partout dans le schiste. Plus ou moins profond. Sur la coulée, vous avez parfois 10 cm de sol, il affleure. Sur la Roche aux Moines, vous pouvez avoir 1 mètre, 1,20 m de sol. Donc le sol est pareil, mais je dirais un est plus nourrissant que l'autre. C'est pour ça que je dis qu'il faut des porte-greffes Dionysos, parce que pour aider la vigne à mettre ses racines dans ce schiste un peu oblique et un peu pourri, il lui faut du temps. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à arracher une vigne. On le fait de temps en temps, mais je veux dire, quand elle est installée là, elle est vieille, elle produit peu. Mais je veux dire, c'est un niveau artistique ce qu'elle fait. Alors, il y a des différences, oui, à taille égale, si vous taillez plus long, machin, à traitement égal, à même biodynamie, tout ça, ça joue un rôle. Il y a des différences, certainement, qui sont, je dirais, il y a des différences d'acoustique, il y a des différences de puissance. Il ne faut pas les surestimer, mais il y a des différences, oui. Chaque lieu, heureusement qu'il y a des différences, parce que le but de tout ça, c'est la diversité. Donc chaque 300 mètres, ça doit être différent. Maintenant, ce n'est pas le jour et la nuit, mais il y a bien sûr des différences. En général, les bons dégustateurs le trouvent assez facilement. Mais oui, il y a des différences. Oui, on peut les accentuer. Oui, il ne faut pas les surestimer. Ça fait partie de... Mais si j'inverse votre exemple, sur un très mauvais lieu à vigne, un bon musicien devrait avoir quand même un peu de résultat. Vous voyez, donc là, je dirais franchement, et puis à Savenière, il y a différentes quand même expositions, mais le temps est un rôle. Au début, vous dites, bon, machin. Au bout, moi, ça fait quoi 39 ans, 38 ans, 40 ans qu'on est en biodynamie. Hein. Au bout d'un compte d'années, j'ai vu la maturité changer. C'est très intéressant. Sur des lieux peut-être moins bien techniquement, mais un comportement de vigne extrêmement séduisant. C'est-à-dire, je vendange toujours en 3 fois. Parce que c'est pas la même maturité. Donc, quand vous avez un clone, c'est le même. Il se réveille en même temps, il mûrit en même temps, il se récolte en même temps. Économiquement, c'est vachement pratique. Bon, quand vous êtes dans une vraie sélection massale, vous avez les premières fleurs, les fleurs du milieu, les fleurs tardives. Je dirais comme dans la salle de classe, celui qui lève toujours la main, celui qui roupille au fond de la classe, celui qui est entre les deux. Donc il faut au moins 3 vendanges. Parfois, il y en a 4. Avec la même maturité, j'ai toujours choisi, avec Virginie et Vincent, de faire une vendange. Je ne veux pas couper une grappe avant qu'elle soit mûre. Or, les contraintes aujourd'hui...
Ah, mais je ne veux pas faire plus de 12,5 ou 13 degrés. Mais je m'en fous que le consommateur ait cette exigence. Bravo, je le respecte. Moi, je ne couperai pas une grappe avant qu'elle soit mûre, au même titre qu'on ne coupe pas une fleur avant qu'elle soit ouverte. Une fleur en bouton, elle ne vous demande pas ce qu'elle est. Donc, je vendange en 3-4 fois. Chaque fois est différente. Quand vous faites une dégustation pour des sommeliers, premier passage, deuxième, même maturité, à 1 semaine de distance, à chaque fois le goût est différent. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça montre cette absurdité du clone avec un comportement. Et après, moi je préfère le deuxième passage. Ah, mais je ne sais pas, je serai pour le 4e passage. Vous mélangez tout le monde est content. Mais c'est important de comprendre, je m'en fiche que mon vin fasse 14. Si on ne veut pas 14 degrés, on ne l'achète pas, mais ça va très bien. Alors par contre, il y a quand même enfin, vous êtes un peu coincé dans le sens où il y a l'INAO. Il y a un décret d'appellation. Attendez, moi j'ai ma propre appellation contrôlée, je fais ce que je veux. Donc c'est ça le truc. J'ai beaucoup de chance. Parce que... mais en Savonnière, on a un minimum. C'est bien qu'ils aient imposé un minimum. Ça, il le faut. Mais on n'a pas un maximum. D'accord. On n'a pas un maximum. Mais je veux dire, pas que le vin fasse 16. Là, l'année dernière, il y avait un peu de gel, des tout petits raisins, une sécheresse excessive. Eh ben, on en sort une tous les 15 ans. On a fait un moelleux. Est-ce que la clientèle suit? Je l'espère, je le pense. Le dernier moelleux qu'on a fait, c'était en 95. Vous voyez, c'est pas fréquent. Non, mais... Et historiquement, ça existe, de toute façon, le moelleux sur la Alors, historiquement, dans le lointain passé, la coulée était en moelleux. Mais je suis pas un adepte du moelleux. J'aime beaucoup, je trouve que c'est un peu plus difficile à boire. Mais si vous avez 30 grammes de résiduel, c'est pas colossal, ça va sur beaucoup de choses. Mais moi, je ne choisis pas. Je dis, la nature me dit, cette année, il faut sortir un moelleux. Et Virginie m'a dit la même chose, mais on peut faire que du moelleux. Ben, on y va, on fait du moelleux, c'est une fois tous les 20 ans. Mais quand vous le faites à l'aveugle, d'ailleurs ça se met sur beaucoup de plats, on a fait un moelleux. Bon, c'est pas moi qui décide, mais... Quand vous faites à l'aveugle une dégustation, un vin à 12, un vin à 13, un vin à 14, si votre 14 il est naturel, totalement fait par le lieu, à l'aveugle, tous les grands sommeliers vous diraient ça fait peut-être 13. Vous ne le sentez pas l'alcool. Vous sentez l'alcool quand il a été chaptalisé, ce qui est légal, mais que je ne veux pas du tout faire. C'est ce qu'on dit souvent, nous, dès qu'on sent l'alcool, en fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, oui. Dans le sens où c'est un déséquilibre quelque part. C'est-à-dire qu'on a faussé un équilibre pour le rendre un peu plus flatteur, parce qu'il y a une époque où il fallait que le vin fasse de l'alcool pour attirer le client. Je veux dire, c'est une époque qui est un peu dépassée, mais un véritable degré d'alcool ne se sent pas, s'il est totalement naturel. Et quand vous goûtez, comment on fait? On ne fait plus d'analyse. On passe dans les vignes, on goûte. Il faut un tout petit peu de botrytis. Je me suis fait critiquer des dizaines de fois à cause de ça. Ah, mais il est un peu jaune. Mais il est jaune, monsieur, parce qu'on cueille mûr. Vous voyez? Et ça peut donner parfois un tout petit côté oxydatif, mais c'est la maturité. Et je trouve que il faut cueillir le raisin quand il est mûr, et surtout pas autrement, puisque finalement, c'est la finale qui manifeste tout le boulot que vous avez fait en amont. Donc, et je répète, le fond du fond, accompagner la fermentation. Alors les choses changent un peu, mais jusqu'à il y a 6-7 ans, la fermentation pouvait se faire en 1 mois, en 3 mois, en 7 mois. Vous reveniez au mois de mars, au mois d'avril, il était sec. Les fermentations se font un peu moins bien qu'avant. Je dis un peu, pas beaucoup moins bien. Un peu moins bien qu'avant. Donc il faut quand même suivre. Le grand danger, c'est la montée de la volatile, qui est finalement une déviation du vin. Mais là encore, je pense que, si vous voulez, il y a des forces destructrices de plus en plus. Quand je dis il y a moins de soleil, il y a moins de vie, ça veut dire qu'il y a plus de perturbations. Et c'est là où la biodynamie va offrir toute sa profondeur, parce qu'elle peut répondre à ça. Alors qu'à mes yeux, l'agriculture biologique, qui est très respectable, l'agriculture biologique, vous vous assurez que vous n'allez pas contrarier la nature, mais vous restez dans la sphère physique.
Avec l'agriculture biodynamique, vous passez dans une sphère suprasensible, où vous attirez le monde de la vie. Alors oui, quand vous mettez du fumier, vous l'attirez aussi, mais ce n'est pas aussi sophistiqué. Donc je pense que la biodynamie va être de plus en plus le moyen, si elle est bien faite, des gens qui vont en biodynamie pour attraper un nouveau marché, au même titre, je dis, autant le vin nature, je me suis opposé à ça dans plein de pays. J'ai rien. Le vin nature, c'est tout et n'importe quoi. Je peux faire du vin nature avec du Roundup. Ils sont en train de faire une charte de qualité, tant mieux, parce que vous avez des gens dans le vin nature qui sont très respectables. Mais pour beaucoup de gens, le vin nature, ça a été une manière d'attraper un marché écologique sans en faire l'effort. Il n'y avait pas de charme. Moi, j'ai été à côté de gens qui me disent « je suis vin nature ». Ah bon, bah évidemment, on utilise le Roundup, c'est vachement pratique à l'été, ça nous évite du boulot. Donc là, le consommateur ne savait pas. Alors, vin biologique, c'est une charte extrêmement exigeante. Mais vous voyez, entre bio, qui est la vie, et biodynamie, qui est attirer la vie sur un lieu, il y a une différence importante et je pense que les déséquilibres actuels vont agir en faveur de la biodynamie. Elle n'est souvent pas expliquée en profondeur. Mais donc voilà. la biodynamie, elle est liée vraiment, c'est de l'agriculture, mais au moment de la vinification. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent? Est-ce qu'on vinifie différemment un vin qui a été élevé, je dirais, en biodynamie? On ne vinifie pas différemment puisqu'il se vinifie lui-même. C'est-à-dire que la clé de la réussite, c'est laisser les choses se faire. Si vous commencez à empêcher la fermentation de dépasser un certain degré, ce qui se fait constamment, en régulateur de température, excusez-moi, une fermentation, c'est une courbe. C'est comme une fièvre. Je voyais le professeur Joyeux expliquer, il avait raison, expliquer qu'une fièvre a des côtés guérisseurs. L'excès de température que vous faites avec une fièvre a des effets thérapeutiques. C'est prouvé scientifiquement maintenant. De la même manière, il faut que pic de température avec la fermentation fasse une courbe. Peut-être pas qu'il monte à 30 degrés, mais je vous dirais, il faut cet excès de chaleur pour ce nouvel état que va obtenir le vin après la fermentation. Donc, réguler ça, machin, relevurer. Enfin, pour moi, c'est un scandale, je respecte. On a le droit, les gars. C'est scandaleux de relevurer un vin. Votre levure, elle a pris toutes les originalités du millésime. Une certaine luminosité, une certaine chaleur, une certaine hydrométrie. C'est ça qui informe la levure. Alors, on vous a vendu la levure killer. C'est un assassinat pour moi. Elle est légale. Qui détruit votre levure. Et après, vous relevurez avec les machins qui vont faire un petit profil de goût qui va plaire aux béotiens. Pour moi, c'est un assassinat. Un assassinat qui a absolument le droit d'être. Mais c'est un assassinat. Donc, jamais relevuré. Vous pouvez à la limite faire un pied de cuve avec vos levures si une cuve est un peu paresseuse. Votre truc. Donc, vous voyez que tout l'enseignement du travail de cave a été dominé, a été rendu nécessaire par une agriculture qui ne comprenait plus la vie. C'est ça la clé. Et on a eu le culot de vous présenter ça comme une panacée. Quand je vois des gens qui font la pub pour la vendange verte, mais j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez pu planter cet imbécile de clone? Parce qu'il n'y a qu'un clone pour faire une vendange verte, avec cette multiplicité colossale de grappes. Et on vous en fait de la pub. Donc vous voyez, il y a deux mondes qui se côtoient et qui sont très différents. Voilà, donc le principe de base, laissez dans votre cellier les choses se faire. Alors, bien sûr, vous allez mesurer où on en est dans la fermentation. Je dirais, j'avais des fermentations où le vin devenait sec en avril. Mais il y a 15 ans, on s'en foutait. Hein. Une fois que vous aviez fait votre boulot et que c'était pressé, on peut parler un peu de la presse, du machin, tout ça, d'accord. Pour moi, pas la fermentation pelliculaire. Je sais que ça donne un petit plus. Vous n'avez pas besoin d'un petit plus quand un lieu est bon et qu'il s'exprime. Mais après, vas-y, c'est ton boulot, c'est plus le mien. Et puis vous reveniez 6 mois après, le vin était prêt. Aujourd'hui, on a tellement dénaturé qu'il faut à chaque seconde aller vérifier si et si et si. C'est deux mondes différents. Alors moi, j'ai une petite question. Il y a Virginie maintenant aussi qui est là. Virginie Vincent, oui. Et Vincent, bien sûr. Se dire, est-ce qu'il y a eu des essais un peu différents? Il y a eu des... je parle de contenants parce qu'on entend parler d'amphores à certains endroits, des choses comme ça. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé ici à la Coulée de Serre? Virginie, ça fait 20 ans qu'elle est là. Donc,
Sur quoi porte, on est toujours d'accord, sur quoi porte nos dégâts. Elle m'a fait vendanger un petit peu plus tôt, sans doute juste parce que je poussais le bouchon un peu loin. Le contenant, mais ça je l'ai écrit dans mon bouquin, dans mes bouquins il y a 30 ans. La forme. D'abord, la barrique est une forme magique, c'est un œuf. Je dirais, moi je dis toujours aux jeunes, allez vous mettre 1 heure dans une barrique. Si vous êtes grand, prenez une double barrique. Quand vous êtes dans cette sphère, c'est magique, c'est une concentration des forces de vie. Les gens qui ont inventé la barrique, c'est une merveille. Mais il y a d'autres formes. Qu'est-ce que c'est que l'amphore ? L'amphore, c'est un clocher d'église. Le clocher d'église, il est fait pour capter le suprasensible, inversé. Alors quand je vois en Géorgie des gens qui foutent des amphores dans du ciment, on a envie de se marrer. C'est comme si vous foutiez de l'eau dans du vin. Elle doit capter les forces de la terre, parce que la vigne, on l'a dit, c'est Dionysos. C'était ça le rôle de l'amphore, capter les forces de la terre. On la fout dans du ciment, elle capte rien du tout, mais on en fait une pub. Quand vous atterrissez à Tbilissi, vous avez des amphores dans du ciment, arrêtez les conneries, quoi. La science des formes, actuellement, vous avez des œufs debout, c'est des très belles formes. Quels matériaux ? C'est sûr que la terre cuite est une chose, mais le bois aussi est une chose. Je veux dire, tout joue un rôle. Pour moi, vous voyez, la cuve en forme d'œuf, elle est presque excessive. C'est-à-dire, ça vous fait trop de vie, ça fait des fermentations trop rapides. Une fermentation, ça doit être long. Vous transformez un jus de raisin en vin. Ça ne doit pas se faire, entre guillemets, coup de pied au cul, laissez le temps faire le boulot. Donc, tout ça, c'est des erreurs, à mes yeux, qui sont considérées comme des progrès par d'autres gens. Mais c'est des erreurs sur lesquelles les nouvelles générations, peu à peu, vont comprendre pour revenir à cette espèce de sagesse qu'on avait il y a 50 ans. Oui, il y avait des mauvais vins. Oui, on évite les mauvais vins. Mais on a perdu quand même souvent l'essentiel. Bon. Et le test pour le consommateur, c'est quoi? Après un grand machin, blabla, tout ce qu'on veut. Le test, c'est suivez votre vin sur 15 jours. Quand un vin agressé, vous prenez un verre tous les jours, pendant 15 jours, devant une bouteille, vous achetez une bouteille. Si vous voulez vous faire un cellier et être sûr que le vin est là 20 ans après, faites-le. Vous prenez un quart de fond de verre tous les jours. Vous le remettez pas au frigo. Et peu à peu, comme vous avez rebouché la bouteille, l'air est de plus en plus important. L'air, c'est quoi? L'oxydation. L'oxydation, c'est quoi? Une force de mort. Quand vous laissez l'oxydation agresser un vin, soit il a reçu la vie et il démerde, il montre ses muscles, il dignette, soit il se fait lentement détruire. Si vous voulez savoir si votre vin il est là 15-20 ans après, franchement, faites le test. Quand un vin ne tient pas en été 8-10 jours, en hiver peut-être 2 semaines, voire 3, il y a quelque chose qui est raté. Alors ça dépend du cépage, du machin, mais l'idée de base est quand même vraie. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle manière de voir. Je souhaiterais qu'elle soit enseignée. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse l'être. Bon, voilà. Donc, c'est un double monde et chacun se positionne comme il veut dans ce double monde. Avec Virginie, je dirais, on passe dans les vignes. On goûte le raisin, point barre. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là? On le sait tous. La dureté du grain de raisin, tout ça, surtout le look visuel. En cas de passage, vous pouvez faire un peu plus tôt, un peu plus tard, un peu moins tôt. C'est là que vous récoltez tout le boulot de l'année, donc il ne faut pas se planter. Mais tout ça n'est pas très difficile. C'est juste une sensibilité à éveiller, c'est tout. Il ne faut pas en faire un grand, vous voyez, il ne faut pas en faire un grand voyage. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications. Je pense qu'on aura emmené nos auditeurs, je dirais quelque part en voyage, parce que vous nous avez fait vraiment vivre quelque chose. C'est assez passionnant. Ça reste un sujet qui est pas simple. Hein. C'est comme vous l'avez dit. Vous le vivez, vous l'avez vécu. C'est beaucoup d'années. C'est des compréhensions de lieux. Et ça, je pense que ça aidera plus d'un à comprendre, d'en savoir un tout petit peu plus autour de la biodynamie. Eh bien, merci Nicolas, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Bruit de la Vigne. Merci beaucoup. Merci.